Bonjour à tous, ici le lieutenant-commandeur Guy Gentil et j'ai une transmission de la plus haute importance à vous communiquer. Welcome to Section 31 headquarters. Are those mines? Blade mines. They'll slice the hull like cheese. This is your captain. Brace for a bumpy ride. Bonsoir à tous, bienvenue sur la passerelle de ma chaîne YouTube. Ce soir nous allons parler du 9e épisode de la saison 2 de Star Trek Discovery. Alors accrochez-vous, c'est parti. Shields down to 41%. The hell was that? What is Arium doing? Michael. Ce soir on va faire ça avec Vania. Bonjour. Salut Vania. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bah ça va. Merci de m'avoir invité. Pas de soucis, donc Vania de Monkey's TV. Donc une super chaîne YouTube où tu parles notamment beaucoup de Star Trek parce que tu es un grand fan depuis toujours. Ouais, voilà. Ouais. Alors présente-nous un peu ta chaîne, qu'est-ce que tu y fais? En fait, tu n'es pas tout seul en plus. Non, en fait, on a une petite chaîne YouTube avec un ami qui s'appelle Nicolas. Et donc, vu qu'on est deux fans un peu geeks, on avait décidé de faire des vidéos d'un peu de tout ce qu'on aime, voilà. Alors, et toi, par exemple, quel a été ton premier contact avec Star Trek? Alors, ça remonte loin. Donc, c'était en 83, sur la chaîne RTL en Belgique. Et donc, ils avaient passé le premier film Star Trek, donc de 79. Et je l'ai vu donc dans ma chambre, en noir et blanc, sur une télé portative. Ouais, voilà. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque j'étais aussi fan de la 4e dimension qui passait le samedi sur TF1. Et vu que je regardais le film Star Trek en noir et blanc, et moi j'ai trouvé en fait à la fin que l'histoire ressemblait très fort à un épisode de la 4e dimension. Ah, c'est marrant, ça t'avait quel âge? Je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, le fait de voir le Voyager qui en fait est devenu une intelligence artificielle, voilà, j'ai trouvé ça, je trouvais que la fin, c'était comme un gimmick de fin et j'ai trouvé ça super, quoi. Donc je me suis dit, ouais, c'est terrible ce film. Et après, j'ai vu les autres films en cassette vidéo dans les années 80, mais j'étais pas encore super fan. Et la grande révélation, ça a été en 92 quand j'ai été voir le film numéro 6 avec soi-disant on va dire le dernier film de l'équipage classique. Et donc ensuite, j'ai eu de la chance, il y a les romans qui sont sortis au Fleuve Noir. Donc j'ai acquis les romans, j'ai lu les histoires et après je me suis plongé dans toutes les séries. Parce que en fait, RTL en Belgique avait une deuxième chaîne qui s'appelait Club RTL. Et en 2-3 ans, ils nous ont passé toutes les séries en même temps, donc c'est-à-dire classique, Next Generation, DS9, Voyager, enfin tout en même temps, donc on avait parfois 5-7 épisodes par semaine, et j'ai tout bouffé, quoi. Something out there that intervenes before all is lost. You like being back in the saddle? Et donc maintenant on va commencer à parler donc de l'épisode d'aujourd'hui. Alors Vania, est-ce que tu te souviens du titre de l'épisode de ce soir? Ah non, alors là le titre non. Je l'ai vu rapidement en rentrant là. Donc c'est le projet Daedalus. Ah oui, voilà, okay. Et donc pourquoi ce projet Daedalus, quel est ce titre? On va le savoir à mon avis, mais pas tout de suite. Alors moi c'est un épisode que j'ai vraiment pas mal aimé pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est Jonathan Frakes qui réalise et que ça se voit clairement. C'est que souvent ces épisodes, la caméra se tient bien, elle est plutôt maîtrisée et souvent pertinente dans ses choix d'angle de vue et de mouvement de caméra, et aussi sans doute dans sa direction d'acteur, parce que je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les personnages, notamment Spock, qui, peu importe avec qui il interagit, ça se passe plutôt bien. J'ai bien aimé d'ailleurs sa scène avec Stamets, qui était pleine d'humour et en même temps pas que. Il y avait une sous-couche un petit peu dramatique là-dedans, c'était pas mal. Donc la réalisation de Jonathan Frakes était pas mal, et surtout donc ça semble se confirmer peut-être. Ça sera à voir, ça prendra avec des pincettes, mais à voir avec la fin, les 2 derniers épisodes de la saison 2 qui seront aussi, comme celui de ce soir, écrits par Michelle Paradise, la future showrunneuse de la série pour la saison 3. Je trouve que elle fait du bon boulot, c'est-à-dire que vraiment les personnages semblent avoir un comportement cohérent les uns avec les autres, logique,
qu'il y a vraiment cet esprit de groupe, de cohésion, d'entraide, de collaboration qui fonctionne entre les personnages. Ouais, ça c'est bien. On a même droit à une petite séquence de contemplation du Discovery au tout début de l'épisode, avec une très très belle scène où on voit la navette qui arrive, la navette de l'amiral qui arrive dans le vaisseau, et puis ensuite le Discovery part, et il était caché par la planète, et hop, quand il part, il y a la lumière de l'astre du système qui tombe dessus avant qu'il parte en distorsion. C'était vraiment pas mal. Donc ouais, pour toutes ces raisons, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Je trouve qu'il n'y a pas de fausses notes, comme il y en a souvent eu dans Discovery auparavant, c'est-à-dire un personnage a une réflexion, a un comportement qui est plutôt incohérent et qui n'est relevé par personne, qui n'a pas de sens vraiment au sein du récit, hein, c'est juste la paresse des scénaristes qui est exposée dans ces moments-là, et que même là, Michael Burnham, même si elle reste toujours énervante, hein, on va pas se le cacher, hein, quand elle arrive, quand l'amiral discute avec Spock, il faut quand même que Michael Burnham se pointe pour donner son avis alors que personne ne lui a demandé. Mais malgré tout, son rôle dans cet épisode-là m'a semblé plutôt naturel. Donc le fait qu'elle soit au sein de la mission, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Comme par exemple quand Pike finalement il demande à Saru de venir bosser, et que Saru dit non, j'ai une idée, il faut que je travaille sur un truc. Et donc Pike lui fait maintenant finalement Burnham ce sera pour toi. Voilà, je trouvais que c'était une manière plutôt intelligente de mettre Michael au centre de l'action sans que ça fasse trop forcé. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Ben écoute, moi tu sais bien, je kiffe Discovery déjà à la base. C'est vrai que ça manquait peut-être au début de la saison 2 encore, comme tu disais, cet esprit de groupe. Et je trouve que depuis, en tout cas 2-3 épisodes, ça commence un peu à se mettre en place. Et cet épisode-ci, on sent bien qu'ils ont axé sur le groupe, ça c'est clair et net. D'ailleurs, ils insistent même sur les noms, si tu remarques, quand ils sont sur le pont, ils insistent même parfois sur les noms des intervenants pour que ça commence à rentrer un peu dans notre tête, j'ai l'impression. Ce qu'on n'avait pas vraiment avant. C'est vrai, puisqu'on a même appris le prénom du lieutenant Detmer, par exemple. Ouais, voilà, donc ils insistent vraiment là-dessus. Et moi, je trouve que le groupe commence à très bien fonctionner. Déjà rien que parce que voilà, ils deviennent un petit peu pour l'instant des parias, un petit peu voilà. Mais je trouve que ça fonctionne assez bien et le groupe est intéressant. Donc malgré qu'ils sont quand même beaucoup, parce que bon dans Star Trek souvent ils sont quoi, 5, 7. Ouais, voilà, 7. Je trouve que voilà, il y a vraiment une belle alchimie entre les personnages et ça sonne pas faux. Voilà, même s'ils s'y sont pris un petit peu tard dans la série. Oui, c'est vrai qu'on est quand même obligé d'attendre presque 25 épisodes avant que la sauce elle prenne. Voilà. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait du mal à se retrouver, à avoir de l'empathie pour les personnages, à vouloir les suivre, à vouloir les connaître, surtout parce que il y en a beaucoup qui sont énervés par Tilly. J'en fais partie. Il y en a beaucoup qui sont énervés par Michael Burnham, j'en fais partie aussi. Même par Stamets, maintenant ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais bon, il y a quand même beaucoup de personnages, voilà, ça fait quand même beaucoup de personnages principaux qui sont un peu énervants. Et finalement, il n'y avait que Saru qui avait les bonnes grâces du public, un peu qui a la dent dure côté Star Trek. D'ailleurs, je vois qu'il y a Philippe sur le chat qui nous dit que l'abus de champignons pendant le live est proscrit, il est bon de le rappeler. Le Michael bashing par Spock est la meilleure partie des derniers épisodes, et là je suis tellement d'accord avec toi. Quand Spock n'arrête pas de bâcher Michael pour lui dire qu'elle est orgueilleuse, qu'elle n'arrête pas de vouloir porter le malheur sur ses épaules, c'est ce que d'ailleurs j'avais dit dans ma vidéo sur la saison 1, c'est que Michael a l'air de porter vraiment toutes les valeurs de la Fédération, c'est un martyr quoi ce personnage, et que Spock la défonce là-dessus, ça fait tellement plaisir. Le problème, c'est que finalement, il lui dit « Tu n'es pas le centre du monde, ça ne te concerne pas, c'est moi que l'Ange Rouge a choisi. » En fait, on se rend compte que peut-être, finalement, Michael est bien au centre de l'intrigue, vu ce que lui dit Airiam avant de mourir. Donc on va y revenir un peu là-dessus. Et donc, il y a Philippe qui nous dit aussi « L'amiral pro-génocide de la saison dernière, on apprend à les connaître pour mieux les tuer. » Oui, c'est vrai, c'est dommage. D'ailleurs, c'est un peu un coup classique. Je sais pas si tu te souviens, il y a une liste de clichés dans les films. Dès qu'un personnage à la guerre, par exemple un soldat, montre une photo de sa famille, ça veut dire qu'il va bientôt mourir. C'est clair. Et là, Airiam, le fait qu'elle nous montre ses souvenirs et qu'on apprend vraiment à la connaître, tu te dis quand même que ça sent un peu le sapin pour elle. Ouais, mais maintenant, alors, excuse-moi, mais est-ce qu'ils vont pas quand même la faire revenir? Parce que quand tu vois dans Discovery, tous les personnages reviennent. À un moment donné... je pense que non. Pour la bonne et simple raison que effectivement les personnages qui sont revenus, c'est du fait des anciens showrunners qui ont été virés
en milieu de saison 2, Ouais. et que maintenant que Michel Paradise, semble avoir pris la main à partir de l'épisode 7, je pense que justement elle a voulu corriger pas mal de choses. Par exemple, le fait qu'on se demande est-ce que Airiam c'est un extraterrestre, c'est un robot, c'est un androïde, bah hop, elle le dit clairement, c'est un cyborg. Alors qu'on se demandait, le commandeur de sécurité là, qui vient de l'Enterprise, à quoi servent ces trucs-là, bah c'est pour respirer. Bon, moi c'est des trucs qui me semblaient évidents, mais ça me fait plaisir qu'on en parle, parce que c'est des trucs quand même, c'est dommage de pas en parler, tu vois. Mais tu vois, je suis quand même un petit peu déçu que... Alors, si elle est morte, je suis un petit peu déçu parce que c'était un des personnages sur le pont qu'on voyait, enfin je sais pas si toi t'avais un peu ce sentiment, et que t'avais vraiment envie de découvrir en fait. C'est vrai. Et là on a juste la découverte et parti. Donc c'est vrai, c'est un peu frustrant, mais en même temps pourquoi pas. C'est vrai que c'était intéressant de découvrir un vrai cyborg, parce que quelqu'un qui a subi un traumatisme, un accident tellement gravissime, que peut-être seul son cerveau aurait été récupéré pour être placé dans un corps robotique. Voilà, donc un vrai cyborg, donc pas du tout un androïde, ce n'est pas la même chose. C'était vraiment intéressant. Ceci dit, il reste quand même beaucoup de personnages qui sont intéressants. Moi j'aime bien le lieutenant Detmer, je l'adore. Ovo, je la trouve pas mal aussi. Bon, après le mec de la communication, dont je retiens jamais le nom, et l'autre qui sert à je sais pas trop quoi non plus. Bon, voilà, j'avoue que c'est plutôt les deux filles qui m'intéressent le plus, que je trouve les plus cool, quoi. Et donc le lieutenant Detmer, je trouve que ça a l'air d'être une bonne actrice, donc j'espère vraiment qu'ils vont axer des choses sur elle dans les saisons à venir. Mais je suis de ton avis. Mais bon, il y a quand même beaucoup de personnages à gérer, donc faire le ménage un petit peu, moi ça me dérange pas trop. Surtout que bah là, quand même, on a des révélations qui sont quand même vachement intéressantes. C'est-à-dire que Control, donc qui est une intelligence artificielle qui a été créée par Starfleet pour l'aider à prendre des décisions, pour savoir quoi faire au niveau de la stratégie, bah, finalement est animé d'une motivation propre qui est de devenir encore plus puissant, et qui serait finalement l'antagoniste de cette saison 2, et qui serait donc peut-être l'ennemi qui vient du futur. Pourquoi exactement? Quelle est sa motivation? C'est à part tuer toutes les formes non artificielles, on comprend pas trop, donc on sent qu'il nous manque quand même un élément très important pour comprendre le mécanisme de cela. Et du coup, parce que quel est le but, quoi, en gros? Oui, quel est son but? À part pourquoi tous les tuer? Quel rapport? Bon, on comprend qu'elle veut récupérer les informations de la sphère pour devenir encore plus puissante, donc ce qui est bien parce que la sphère, du coup, elle reprend un rôle assez important. Mais on se demande, oui, pourquoi? Dans quel but? Pourquoi faire ça? Et du coup, on se demande aussi qui est l'ange rouge, donc d'où vient l'ange rouge? Donc là, je reviens sur l'idée que l'ange rouge serait en partie d'origine de l'intelligence artificielle qu'on voit sur le Discovery dans le court-métrage Calypso. Et moi, j'imagine toujours que, du coup, avec les révélations qu'on a eues, que c'est toujours Michael, là, j'en suis quasiment sûr que c'est Michael Burnham dans la combinaison de l'ange rouge, aidé, lancé, on va dire, par l'IA du futur. De Discovery du futur. Donc peut-être qu'il y a, comme s'il y avait deux entités d'intelligence artificielle qui s'affrontaient sur un terrain temporel en quelque sorte. Mais en même temps, si c'est Burnham, pourquoi aller dans l'enfance de Spock et pourquoi pas se prévenir déjà elle-même? Parce que ça marcherait moins bien. Parce que le système de cause et d'effet est inversé. Tu sais, les voyages dans le temps, les paradoxes temporels, bon, tu vois, je veux dire, tu peux tout justifier. Hein. Pourquoi surtout que Spock, il fait une fusion mentale avec elle, à un moment donné. Donc ça va forcément avoir une incidence sur le fait de pourquoi lui. Tu vois. Donc voilà, mais de toute façon, c'est le coup du paradoxe temporel, c'est qui est le premier, l'œuf ou la poule, tu vois. Donc j'imagine qu'il y aura une histoire de ce goût-là. Donc, alors attends, il y a Philippe qui nous dit que le beurre la saison dernière n'avait aucune personnalité avant l'épisode qui précède sa mort. Voilà, donc si vous êtes un figurant dans Star Trek et qu'on vous donne plus de lignes de dialogue plus tard, méfiez-vous, vous allez peut-être bientôt devoir pointer à Pôle emploi. Alors, à la fin de la saison 1, ils avaient annoncé via une série d'articles que Airiam avait été une humaine augmentée. Ok, je n'avais pas vu ces articles, même si évidemment ça semblait couler de source. Un sphère, tuer les formes de vie intelligentes artificielles, ça me rappelle vaguement quelque chose. Tu peux nous dire directement quoi, Philippe, hein, ça sera beaucoup plus simple. Et toi, donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Vania? Toi, qu'est-ce que tu imagines? Est-ce que tu penses que voilà, il y a une seule IA, il y en a plusieurs qui s'affrontent? Est-ce que ça serait la suite de la guerre temporelle de la série Enterprise? Non, moi je crois pas qu'il y a
qu'il y a des suites par rapport à Enterprise ou des choses comme ça. Je pense pas qu'ils vont, entre guillemets, que les scénaristes vont un petit peu se faire chier avec ça. Donc, moi, je pense qu'il y a que une intelligence artificielle. Donc, justement, comme tu disais, de Calypso, donc voilà, du Discovery. Et pourquoi pas qu'il y ait eu plusieurs boucles, plusieurs essais, plusieurs boucles, et que donc elle en a formé plusieurs, mais sans s'en rendre compte. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, un truc comme ça. Tu veux dire que par exemple, Control serait l'IA qui est à bord du Discovery. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'on faudra savoir pourquoi pendant 1000 ans le Discovery reste aéré en attendant on ne sait quoi. Donc sûrement un ordre de Burnham. Ouais, c'est ça, et surtout que personne ne le trouve aussi, apparemment. Donc, oui, en plus, oui, il est au milieu de nulle part. Parce que peut-être que tout le monde s'en fout, hein, 1000 ans passés. Ouais, peut-être. Je veux dire, un vaisseau de la Fédération qui est tout vieux, bon, quelle importance, quoi. Alors, Philippe pense que c'est les Borg, lui, carrément. Alors, je vais peut-être un peu trop loin. Je me dis, elle a été amoureuse de Kraft, dans Calypso. Il l'abandonne lui aussi. Est-ce qu'elle veut peut-être pas tuer tout le monde parce que les humains l'ont tout le temps abandonnée ? Elle a peut-être en fait ce sentiment, étant devenue intelligente, de se dire on m'a laissé seule pendant 1000 ans et on m'a abandonné. Et le seul humain que je rencontre et dont je tombe amoureuse, donc elle a ses premiers émois amoureux, on va dire, s'en va et la laisse tomber aussi. Je le sens pas comme ça parce que je la sens quand même bienveillante dans le court-métrage de Calypso, mais quitte de Control. C'est-à-dire que Control vient du 22e siècle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne c'est une retcon intéressante pour dire pourquoi il n'y a jamais eu vraiment d'intelligence artificielle à bord des vaisseaux de Starfleet. Ouais. Peut-être parce qu'ils ont essayé, ils ont vu que c'était nul, et du coup ils ont arrêté. Par contre, si donc cette menace se concrétise un peu plus dans les événements à venir, bah, moi je serais l'Empire Klingon, l'Empire Romulien, et en tout cas toutes les espèces du Quadrant qui auraient vent de cette information, comme quoi Starfleet aurait créé une intelligence artificielle qui veut détruire toute vie dans la galaxie, je serais un peu vénère et je me dirais, la Fédération, faut peut-être les bousiller parce qu'ils font n'importe quoi, les gars, c'est des dangereux, quoi. Voilà, donc c'est un peu le revers de la médaille. Ouais. Alors, toi, Philippe, pense à des proto-Borg. Ah, je suis pas trop intéressé par cette théorie qui vaut déjà pour Vidger. Que voilà, Vidger viendrait aussi, serait envoyé par des proto-Borg. Ah, j'aimerais qu'on laisse les Borg de côté pour le 22e siècle. Le fait d'avoir remis les Borg dans la série Enterprise était plutôt malin parce que du coup ça bouclait une boucle. Ouais. Qui expliquait, c'est toujours pareil, l'œuf et la poule. Là, du coup, on avait une boucle qui était complètement bouclée. Et c'était du coup intéressant. Mais là, pour Discovery, je pense que les Borg, il faut les laisser tranquilles. Et il faut aller vers quelque chose de complètement nouveau, quoi. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, moi j'ai trouvé que l'épisode était quand même pas mal. Je cherche des défauts, des trucs qui m'auraient vraiment... Bon, si, il y a le Tilly qui est toujours un peu énervante parce que elle apprend la chaîne de commandement et elle est pas capable de tenir en place, on dirait une adolescente hystérique. Qui croit que le capitaine c'est son copain. Ouais, c'est le petit personnage un peu comique de la série. Et on a toujours eu ça un petit peu dans Star Trek, un personnage un peu du côté comique. Ouais, mais souviens-toi que si t'as Wesley qui sort un truc comme ça, putain, Picard, il lui remet directement à sa place, quoi. Là, t'as pas eu ça dans la série classique non plus. Ouais, mais tu sais, à la base, alors j'ai l'impression aussi qu'on oublie un petit peu aussi que... Enfin, moi je le ressens comme ça, que le Discovery, à la base, est quand même un vaisseau un petit peu à part de la Fédération aussi. Parce qu'il ne fait pas vraiment partie vraiment des militaires, il est plutôt un scientifique et il va quand même vers la section 31 quand même, parce qu'il fait quand même des trucs un peu sous le côté, il ne suit pas vraiment les règles. Donc on a déjà aussi, quand tu vois aussi même l'équipage, alors quand tu vois sur le pont, enfin moi j'ai l'impression que c'est quand même dans une des seules séries Star Trek où tu as autant de diversité sur le pont. Ah, mais ça c'est vrai, oui, tout à fait, oui. Non mais voilà, donc déjà, t'as quand même des races extraterrestres, t'as un cyborg, des gens qui ont des trucs pour respirer, l'autre son œil, bazar, enfin bon, il y a plein de choses assez différentes. Et donc je pense qu'on oublie un peu que le Discovery est un petit peu sur une frontière qu'on connaît pas très bien. Il est un petit peu entre la section 31 et voilà. Ah non, quand même pas à ce point-là. D'ailleurs, pour revenir sur la section 31, je revoyais l'épisode Pegasus de la saison 7 de la NECJ hier. Ouais. Où il disait justement où la Fédération n'a pas de bouclier occulteur pour ses vaisseaux, justement, même à l'époque de Picard, quoi. Et donc du coup que la section 31 dans Discovery ils en est,
encore une incohérence de plus. Mais bon, donc je compte quand même bien sur l'Ange Rouge pour nous réécrire l'histoire, pour nous retconner ça. Ça se dit pas comme mot, mais je le sors quand même. Retcon et ça correctement pour que justement, on accepte, on balaye un peu toutes ces que les réécritures donc de cette timeline nous balayent un peu toutes ces incohérences qui sont vraiment trop flagrantes à mon goût, quoi. Mais bon, moi, comme je pense que tu sais, moi, ma théorie, c'est que le Discovery va complètement disparaître de la timeline. Donc, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand Michael Burnham, tu vois, l'épisode d'avant, quand Michael, elle s'enfuit, elle aurait dû mourir, tuée par une bestiole sur Vulcain. Tu vois ? Ça, c'est une ligne temporelle qui existe, qui a existé pour Spock à un moment donné. C'est pour ça qu'il est perturbé, parce qu'il perçoit plusieurs lignes temporelles, en fait. Et du coup, si la série telle qu'on l'a connue pendant 40 ans, c'était cette ligne temporelle-là, où Spock aurait eu, pendant un court moment, une sœur adoptive qui aurait été tuée par une bestiole. Et que finalement, la réécriture de l'histoire, intègre finalement Michael, et donc toutes les incohérences qui sont flagrantes dans le Discovery, récupère toutes ces incohérences-là et les intègre dans le canon. Et donc en gros, ça réécrit légèrement tout ce qu'on a connu du Prime Universe. Moi je pense que c'est ça. C'est une technique assez classique qu'on voit de reboot dans les comics de super-héros, par exemple chez Marvel, chez DC. Les Crisis dans DC, par exemple, où tu as plusieurs univers qui fusionnent justement pour n'en donner qu'un, et comme ça les scénaristes ils peuvent choisir ce qu'ils préfèrent garder dans la timeline, dans la chronologie, ou ce qu'ils préfèrent dégager. Voilà, donc c'est un procédé assez classique finalement qui serait appliqué ici en fait. Ouais, pourquoi pas. Alors Philippe nous dit, si seulement l'ange pouvait juste effacer Michael, comme je disais, je pense que c'est plutôt le contraire, il va l'intégrer dans la timeline originelle. Il aperçoit une timeline où il est heureux sans sœur parasite. Eh oui, ça c'est sûr. Mais arrêtez un peu avec Burnham, qu'est-ce que vous avez toujours? C'est vrai que toi t'aimes bien, toi t'es un de ceux les plus optimistes, les plus qui trouvent que Discovery c'est vraiment bien quoi en fait. T'es toujours plutôt content des épisodes en réalité. Même la saison 1 t'as bien aimé. Oui, tu sais pourquoi? Alors je vais un peu expliquer pourquoi j'aime bien cette série. C'est vrai que depuis l'arrêt d'Enterprise on n'avait plus rien et j'attendais. C'est vrai que j'en avais un petit peu marre des suites comme j'ai adoré DS9, j'ai adoré Voyager, mais je voulais quelque chose de nouveau dans un sens, et je voulais aussi visuellement quelque chose de nouveau. Et je pense que, pour moi en tout cas, Discovery m'a donné tout ce que j'avais envie. Même s'il y a des incohérences, je me dis qu'ils vont nous les expliquer. Tu vois, je suis optimiste, ils vont nous les expliquer. Et je trouve vraiment qu'on a moi en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un super produit, quoi. Donc moi je suis content, voilà, il y a des nouveautés. On nous fait plaisir quand même avec, voilà, comme Spock et des choses comme ça. Et en même temps, on nous offre quand même, pour moi en tout cas, on nous offre une putain de série, quoi. Et on peut, je pense que critiquer sur un personnage ou l'autre, ou peut-être sur des petites faussetés d'écriture, on en parlait tout à l'heure hors live, on laisse pas le temps, je pense, à la série de s'installer. Les gens critiquent tout de suite. Et alors qu'avant on attendait 2-3 saisons avant d'adhérer à une série. Donc ici on n'est qu'à la deuxième, ils se sont déjà vachement bien améliorés, et je trouve que autant je pouvais comprendre les critiques qu'on faisait un petit peu au début de la première saison. Moi j'ai kiffé la fin de la première saison avec l'univers parallèle. Ça j'ai kiffé. Et la deuxième saison, mais je la trouve quasi excellente, pour moi quasi sans faute. Quasi sans faute, quand même, tu vas fort, là. Ouais, j'y vais fort. Non, mais c'est vrai, je regarde vraiment la série avec plaisir, je l'attends tous les vendredis, et effectivement, je m'y sens bien, et malgré les critiques que j'entends, je me retrouve dans du Star Trek, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, je t'avoue qu'avec les quelques derniers épisodes, et surtout celui d'aujourd'hui, voilà, moi-même, je commence à rentrer dedans vraiment, à être vraiment content et à attendre vendredi prochain avec impatience, même si c'est Michael Burnham qui va sauver l'univers. Voilà, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer derrière. Mais bon, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que toutes ces petites critiques, toutes ces petites incohérences,
Et bien sûr, il y a toute une liste d'incohérences qui sont relevées, mais surtout elles sont symptomatiques d'une écriture qui est globale et qui fait que souvent les épisodes sont globalement mal écrits et passent à côté de leur sujet. Alors on peut reprocher par exemple beaucoup que il y a beaucoup de conséquences des actions des personnages qui ne sont jamais traitées. Caminar, l'anomalie temporelle à côté de la planète des Kelpiens, on n'en a toujours pas parlé, on sait toujours pas ce qui leur est arrivé à ces gars-là. Ça se trouve, la planète elle est détruite, ou elle a voyagé dans le temps, elle est dans une autre époque, elle est coincée dans un truc, une anomalie temporelle. Tout le monde s'en fout, quoi. Ça roule premier. Donc tu vois, par exemple, ça c'est des trucs, tu peux pas passer à côté. Quand mais toi, tu traites d'un truc, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Dans un autre style, alors, hors histoire, je parle juste visuellement. J'entends tout le temps ces critiques sur les lens flares, ok, mais il faut quand même avouer qu'on n'a pas beaucoup de séries de science-fiction, même à l'heure actuelle, de cette qualité-là. Au niveau de la mise en scène ou des effets spéciaux... Au niveau des moyens, oui. Oui, au niveau des moyens, mais même des effets spéciaux, parfois il y a quand même des images qui sont sublimes. Comme tu disais aujourd'hui, voilà, avec la navette qui arrive le long du Discovery et des choses comme ça, on a vraiment... Ils évitent parfois aussi la téléportation pour nous montrer la navette atterrir et des choses comme ça aussi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, voilà, on n'a pas de série de science-fiction pour l'instant, peut-être Perdu dans l'espace, qui était pas mal l'année passée. C'est quand même pas le même budget, hein, ça se voit à l'écran. Non, mais voilà, mais au niveau visuel, on a quand même... on s'est pas foutu, en tout cas, on s'est pas foutu de notre gueule au niveau des moyens. Alors, il y a Philippe qui nous dit sur le chat, The Expanse est meilleur, c'est n'importe quoi ce que tu dis en gros. Là, je vais prendre ta défense parce que The Expanse, c'est très bien. C'est sans doute la meilleure série de science-fiction du moment, même meilleure que Discovery, hein. Mais par contre, visuellement, c'est très bien aussi, c'est-à-dire qu'ils ont peu de moyens et ils s'en servent plutôt bien. Mais malgré tout, quand un épisode de Star Trek Discovery est bien réalisé comme celui d'aujourd'hui par exemple, tu peux pas comparer. Discovery, c'est carrément du niveau d'un blockbuster cinématographique, enfin c'est du ciné quoi, c'est du niveau des films de Star Trek au cinéma des années 90 quoi. C'est First Contact quoi, toutes les semaines. Donc là, voilà, ça dépend de quoi on parle en fait. Non mais c'est ça, moi j'ai deux personnes qui m'ont dit récemment, qui sont pas fans à la base de Star Trek, ils m'ont dit « Oh, j'ai vu Discovery » et ils m'ont directement dit « Mais c'est des films, quoi !» Ah, mais là, non mais voilà, donc ça attire quand même les... Voilà, on a quand même... ça fait quand même plaisir d'entendre ça sur Star Trek. Oui, c'est vrai que nous, en Europe, on a plutôt une idée kitsch du truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que finalement, ça privilégie la forme sur le fond. C'est-à-dire qu'on oublie plein de trucs, quoi. Des choses qui auraient été intéressantes, on les traite pas, et finalement les thèmes scientifiques et de science-fiction sont toujours là pour servir les personnages et l'histoire, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les personnages de Star Trek, surtout dans la Next Gen, la série classique, les personnages de Star Trek incarnent une idée, chacun, que ce soit Kirk, Spock ou des personnages qui sont là juste le temps de l'épisode, ils incarnent des idées qui s'affrontent. Il y a un débat philosophique autour de ça, quoi. C'est la métaphore de... Voilà, c'est une démonstration d'une idée, d'un concept, etc. Et du coup, les personnages servent cela. Et là, c'est l'inverse. On est un peu dans du soap, on est dans du feuilleton. Les thèmes de science-fiction ne sont là que pour appuyer les personnages, finalement. Donc finalement, mais malheureusement, je pense c'est un peu creux dans le sens où ça ne raconte rien de spécial. Tu vois, ça raconte une histoire épique, mais quel est le sous-texte derrière ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ok, c'est une histoire de fin de la civilisation. Est-ce que c'est en rapport avec l'effondrement ? Tu vois, qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait ? Bah là-dessus, on n'en sait pas plus que ça, puisque finalement, c'est écrit pour être purement divertissant. Alors que Star Trek, à la base, c'était divertissant, mais ça faisait aussi réfléchir. Et là, on oublie le côté réflexion. Ouais, mais moi je pense aussi que... Je dis pas que c'est bien, hein, donc c'est pas, j'essaye pas de sauver le truc. Je pense aussi que c'est l'air du temps et qu'effectivement, moi j'entends parfois des personnes qui ont essayé de regarder Star Trek, alors que je leur dis, oh regardez, si vous voulez un peu d'action, regardez DS9, Voyager, voilà, c'est vraiment super, donc j'essaye de les motiver, mais quand ils regardent, ils me disent quand même, ouais, il y a quand même des longueurs et beaucoup de blabla Donc je pense que ils ont été obligés un petit peu à l'heure actuelle, et on voit ça dans toutes les séries, tout va très très vite, c'est cut, toutes les séries sont comme ça maintenant, parce que les gens, justement, ne prennent plus le temps de se poser. Ils doivent être, j'ai l'impression, en action tout le temps, avec des cliffhangers toutes les 3 minutes.
Ah, ça, je suis pas trop d'accord, hein, parce que c'est pareil, il y a quand même d'autres contre-exemples qui vont à l'encontre de ça. C'est juste qu'effectivement, c'est une mode pour le grand public. Et finalement, le but de Discovery, de CBS All Access, c'est de ramener le plus de monde possible. Donc oui, effectivement, il s'adresse au grand public. Mais ce qui est dommage, c'est que pendant longtemps, Star Trek, si ça existe encore presque 55 ans après son début, c'est que ça a été maintenu en vie par des fans. Et que s'adresser au grand public au détriment des fans, bah c'est pour ça que je pense que beaucoup sont crispés. Et que ça manque de quelque chose. Je pense que tu peux faire du grand spectacle tout en restant intelligent. Je pense que ça va arriver. Je suis assez confiant car effectivement l'évolution des épisodes, la direction où on va, etc. Le fait que Kurtzman se mette un peu en retrait, voilà, je me dis, voilà, peut-être que la saison 3 sera enfin bonne comme toutes les saisons 3 de Star Trek, hein, excepté l'original. Donc voilà, je suis quand même confiant par rapport à ça, mais je comprends, tu vois, cette frustration et c'est ce côté un peu, bah, c'est l'effet que m'a fait les films de J.J. Abrams, c'est-à-dire voilà, c'est clinquant et tout, mais ça raconte pas grand-chose, quoi. Je veux dire, rien ne vaut le premier film Star Trek, quoi, par exemple, tu vois. Là, celui-là, il avait une portée philosophique qui était quand même assez forte, ça voulait dire quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est ça qui manque encore un peu. Alors j'espère que ça va être rattrapé, parce que comme je disais tout à l'heure, Michel Paradise, elle écrit les 2 derniers épisodes. Donc j'espère que voilà, elle va réussir à rattraper le truc, rattraper tout ce qui a été manqué par rapport à l'intrigue principale, et qu'elle va en faire quelque chose d'intéressant, et qu'elle va savoir bien rebondir dessus sur la saison 3. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que la saison 3, elle soit quand même beaucoup plus anthologique, mais vraiment anthologique, et qu'on abandonne un peu le côté du feuilleton, quoi. Qu'on garde un peu un fil rouge, pourquoi pas, tu vois, qu'on retrouverait en début et en fin de saison, et peut-être un peu par-ci par-là, mais que globalement les épisodes fonctionnent de manière indépendante, parce que le feuilleton finalement c'est un peu paresseux, tu vois, de maintenir l'intérêt d'une personne avec la technique à suivre, en quelque sorte. Alors que faire revenir quelqu'un semaine après semaine, parce que tu es capable de faire une histoire finie, correcte, nickel, géniale, toutes les semaines, ça c'est plus dur. Et donc j'aimerais qu'on revienne un peu à ça, parce que c'est vrai que le feuilleton, c'est un peu le canevas des séries des années 2010, et je trouve que c'est devenu un peu dommage. Ouais, c'est vrai que toutes les séries sont feuilletonnantes, hein. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode de ce soir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, je pense que voilà, on a été un peu en contradiction, mais comme tu disais, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir les avis de fans malgré tout, qui peuvent justement être contradictoires. Et donc, non, moi rien de plus. Et je continuerai à défendre Discovery. Ouais, tu peux, hein, pas de souci. Moi, tu vois, moi, je suis pas sectaire. Hein, c'est quand je trouve que c'est bien, je le dis. Quand je trouve que c'est pas bien, je le dis. Donc ouais, tu vas nous faire une vidéo bientôt aussi d'analyse de l'épisode. Donc c'est comme si tu en faisais deux en fait là. En fait, ce qui est chouette avec mon pote aussi, c'est que lui, à la base, c'est pas un fan de Star Trek. Voilà, il aime bien comme ça. Donc j'aime bien parfois entendre son avis, justement, de nouveaux trekkers. Oui, c'est frais, du coup. Voilà, c'est frais, oui. Et ben, je te remercie beaucoup, Vania, et puis je te dis à bientôt. Longue vie et prospérité. Merci à toi. Ciao.